Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents cet après-midi pour cette session d'information sur le programme MOBGA Make Our Planet Great Again, donc à l'attention des jeunes chercheurs internationaux étrangers qui souhaitent faire un séjour de recherche d'un an en France sur les thématiques environnementales, mais pas que. Donc, on va voir un petit peu ce programme. On va commencer par une première introduction sur la recherche en France, puis rentrer plus en détail sur à la fois l'historique du programme MOBGA, pourquoi il a été lancé, pourquoi il est encore actuel après 5 années d'existence, de lancement d'appel. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un lauréat parmi nous qui va pouvoir témoigner de son expérience MOBGA en France et qui va pouvoir aussi répondre à vos questions. Donc, je vais vous demander toujours de mettre vos questions dans la discussion, dans le forum, pour qu'on puisse pouvoir après les traiter en fin de présentation. On est une trentaine aujourd'hui, donc voilà, l'idée c'est de couper vos micros. Vous pouvez avoir vos vidéos, c'est comme vous voulez, mais pour le son, afin que tout le monde puisse bien entendre le message, de pouvoir éteindre vos micros et communiquer par le chat. Donc, je commence. Je me présente. Donc, je suis Aude Chanson, docteur Aude Chanson, responsable nationale Campus France Algérie. Je suis donc arrivée en septembre en Algérie où j'ai pris mon poste. Et en fait, avant, j'étais à l'agence Campus France à Paris et j'étais responsable du service recherche et notamment du programme MOBGA. Donc, c'est un programme que je connais bien pour l'avoir géré pendant plusieurs années sur Paris. Donc, voilà, c'était un peu l'occasion aujourd'hui à l'attention du public algérien de faire un focus sur ce programme. Donc, je voulais vous parler rapidement déjà de la recherche en France. On a tous des idées, des clichés sur la recherche en France, que ce soit sur le fromage, le luxe, le romantisme, le tourisme, les parfums, etc., qui sont des domaines évidemment d'expertise et d'excellence de la France. Mais la France est réputée évidemment dans d'autres thématiques comme l'aéronautique, la fusée, la robotique, l'imagerie, la construction, etc. Donc voilà, des domaines d'excellence en recherche, il y en a dans de nombreux domaines. Donc voilà, il ne faut pas se limiter à ce qu'on peut connaître ou croire connaître. Il faut vraiment se renseigner. Il y a de nombreux laboratoires, de nombreuses entreprises en France qui sont excellentes dans le domaine de la recherche. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais c'est quand même important de savoir quels sont les laboratoires et pourquoi la France est un pays, une destination privilégiée en termes de recherche. La France se situe effectivement 4e au niveau du monde en termes de prix Nobel décernés à des chercheurs français, 2e au niveau des mathématiques par rapport aux médailles Fields et 4e dans le monde pour les publications scientifiques avec le CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, qui est numéro 1 en termes de publications scientifiques, premier organisme au monde en termes de publications, et 6e pour la délivrance de brevets. Donc là, ici, je vous ai mis quelques portraits de grands chercheurs français dans des domaines aussi variés que la chimie, l'économie ou les mathématiques. Mais la recherche en France, ce n'est pas seulement que des professeurs, que des chercheurs dans des universités ou dans des laboratoires publics. Il y a effectivement de nombreuses entreprises qui recrutent et emploient des chercheurs. On donne le chiffre d'à peu près 48 milliards d'euros pour la recherche, aussi bien dans le domaine public que privé. Donc, c'est quand même un montant à 2,24% du PIB de la France, donc un montant très important, et un peu plus de 417 000 personnes qui travaillent dans la recherche en France. 40% de ces personnes travaillent dans le secteur public, donc que ce soit dans des organismes de recherche, que ce soit dans des universités ou dans des entreprises publiques.
et 60% dans le secteur privé. Donc là, ici, je vous ai mis quelques grands logos, quelques grandes entreprises qui ont des départements de recherche et développement, donc de R&D, très à la pointe, avec de nombreux chercheurs dans ces départements. Pour aller plus loin et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la page du site internet de Campus France, de l'agence, donc sur la recherche en France, où vous allez pouvoir avoir de nombreuses informations du doctorat au postdoctorat à la recherche, qui peuvent vous aider à vous orienter dans ce paysage très riche et très varié de la recherche en France. Il existe également 2 brochures à votre disposition en français, en anglais, en espagnol, sur le doctorat et sur les projets de recherche, qui permet notamment dans le projet de recherche d'avoir un peu l'ensemble du paysage français en termes d'institutions et d'organismes de recherche, qui décrit les thématiques d'excellence de ces écoles et de ces établissements de recherche en France, qui peuvent être très riches d'enseignements. Donc voilà, c'est juste pour vous faire dans un premier temps un petit overview de la partie recherche en France, parce que comme vous le savez, le programme MOBGA et en plus son développement aujourd'hui est vraiment focus sur les jeunes chercheurs. Et du coup, je voulais quand même faire une petite introduction par rapport à cela. Donc, le programme MOBGA ou encore Make Our Planet Great Again a été lancé en 2017 à l'attention du président de la République française, donc Emmanuel Macron, suite au départ des États-Unis de l'accord pour le climat. Et du coup, l'objectif du président de la République était d'attirer des chercheurs de grande renommée en France pour travailler sur les questions climatiques. Donc, le premier appel a été lancé en 2017 à l'attention de 4 publics, les masters, les doctorats, les postdocs et les chercheurs avancés sur la thématique du changement climatique, de l'environnement. Et ça ne s'est pas arrêté là. On en est donc au 8e et même au 9e appel aujourd'hui. Et ce dernier appel qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, on va en rentrer plus en détail, notamment sur les conditions d'éligibilité, qu'est-ce que ça comprend, comment on candidate, etc. Mais donc sur l'historique, là actuellement, on a déjà 255 lauréats des différents appels qui se sont déroulés. Et c'est donc un programme entièrement financé par la France. Donc, c'est vraiment une opportunité assez incroyable que d'avoir un financement sur toute la durée. Si c'était un master, c'était 1 ou 2 années. Si c'est un doctorat, c'était sur 3 années. Et si c'était un postdoctorat, ça dépendait des appels, mais ça pouvait être 12 à 18 mois selon l'appel à candidature. Donc, les thématiques MOBGA, ça a commencé donc en 2017 autour de 3 grands domaines qui étaient donc le changement climatique et de la durabilité, les sciences du système Terre et les transitions énergétiques. Une réflexion a été menée pour apporter une dimension SHS, donc sciences humaines et sociales, à ces appels MOBGA. Et c'est pourquoi en 2020, une thématique autour des enjeux sociétaux, des questions environnementales a été rajoutée. Et en 2021, une nouvelle thématique très large et très englobante autour de One Health, qui est toujours un petit peu difficile à traduire en français. Une seule santé, voilà. Donc on garde souvent l'appellation anglaise One Health, mais autour de la santé humaine, animale et environnementale. Donc voilà, pour rentrer brièvement, mais quand même un petit peu dans les chiffres des appels précédents, et avant de rentrer dans l'appel qui nous concerne particulièrement et qui clôt le 10 janvier, voilà un petit historique. Comme je vous le disais, donc ça a été lancé en 2017 par le président de la République, M. Macron,
donc avec les premiers lauréats en 2018, dont notre témoin va pouvoir partager son expérience parce qu'il faisait partie de cette première cohorte d'étudiants du programme MOBGA. Donc, comme je vous le disais, il y avait 47 lauréats master. Donc, selon s'ils étaient en master 1 ou master 2, c'était sur 1 ou 2 ans de financement. Le doctorat, donc 21 lauréats sur 3 ans. Les postdoctorats, donc à l'époque, étaient à 17 lauréats sur 2 ans, mais ils étaient cofinancés en fait avec une université ou un organisme de recherche. Et des courts séjours donc pour les chercheurs confirmés d'une semaine à 6 mois. Le deuxième appel en 2019-2020, donc c'est un FSPI, donc à l'attention des pays d'Afrique subsaharienne dans le cadre d'un postdoctorat de 12 à 18 mois. Et donc, en fait, à partir de cette année-là, on a arrêté les cofinancements. Et donc, c'est vraiment uniquement l'État français qui prend en charge le financement. Donc, MOBGA 3, c'était 2 appels à candidature, master et postdoc sur des zones où l'Algérie n'était pas éligible. Et le MOBGA 4 One Health en 2021, où donc les nouveaux lauréats vont arriver là en janvier 2022. Et donc celui en rouge qui nous concerne en premier chef tout particulièrement, donc sur 5 thématiques, donc 100% financés, également 40 financements donc sur 12 mois pour un début de séjour de recherche en septembre 2022. Donc, voilà pour un peu le overview, l'ensemble du programme MOBGA depuis sa création en 2017. C'est un programme qui vise à être pérennisé. C'est un programme très stratégique pour la France, compte tenu des enjeux et des thématiques portées sur ce programme. Et on espère évidemment voir d'autres appels à venir chaque année. Donc, par rapport à cet appel-là, à cet appel de MOBGA 5 sur les jeunes chercheurs, la question de l'éligibilité. Donc, qui peut candidater à cet appel? Donc, il faut être un chercheur étranger. Donc, on ne peut pas être ni français ni binational. Donc, si vous êtes franco-algérien ou franco quelque chose, vous ne serez pas considéré comme éligible. Il faut avoir un doctorat depuis moins de 5 ans, mais déjà avoir son doctorat. Donc, en gros, la soutenance du doctorat doit avoir lieu entre décembre 2016 et décembre 2021. Et il ne faut pas avoir résidé en France depuis septembre 2021. Il ne faut pas avoir résidé plus de 90 jours en France depuis septembre 2021. Donc, vous ne pouvez pas enchaîner, par exemple, si vous avez déjà un financement en France, par exemple pour le prochain semestre, vous ne pourrez pas enchaîner avec un appel MOBGA. Donc voilà, c'est des critères qui sont très stricts. Il faut absolument remplir ces critères. Ça vous permet d'être éligible et que les experts, les membres du jury puissent évaluer votre candidature. Donc, comme je l'ai dit, sur cet appel, c'est un gros appel puisqu'il y a 40 financements pour des jeunes chercheurs. Et donc, c'est sur une période de 12 mois qui va de septembre 2022 à août 2023. Qu'est-ce que comprend ce programme à l'attention de ces jeunes chercheurs? Donc, c'est une bourse. Avant, effectivement, il y avait un contrat de travail qui était plus lourd à mettre en place. Donc là, c'est directement le lauréat qui reçoit son financement de la part de Campus France. Donc, une bourse mensuelle de 2 500 € accompagnée d'une prime d'installation de 500 € qui permet notamment de prendre en partie ou en complètement le billet d'avion, une couverture sociale et une assurance maladie pendant toute la durée du séjour. Donc là, il va y avoir, et on va venir dessus sur comment se passe la sélection des lauréats, mais une fois donc les lauréats sélectionnés et que les lauréats ont confirmé
accepter donc ce financement, une convention sera établie entre l'université, l'organisme de recherche français et le lauréat pour bien spécifier les moyens et les ressources à disposition du lauréat pour mener à bien son projet de recherche. Parfois, il pourra y avoir des financements supplémentaires, parfois il pourra y avoir des déplacements, voilà, il peut après avoir différentes choses selon les établissements, selon les disciplines dans lesquelles vous êtes également. Mais voilà, tout ça sera bien précisé dans une convention entre l'établissement et le jeune chercheur lauréat. Donc, cela nous mène au thème de recherche, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un doctorat depuis moins de 5 ans et de ne pas être français pour candidater. Il faut effectivement avoir des thèmes de recherche recherchés pour cet appel MOBGA. Donc, il y a 5 thèmes prioritaires. Donc, c'est les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit le changement climatique et de la durabilité, les sciences du système Terre, la transition énergétique, les enjeux sociétaux des questions environnementales et santé humaine, animale et environnementale, donc cette approche One Health, mais également une certaine nouveauté compte tenu du contexte international par rapport au sommet mondial de l'océan qui se déroulera très bientôt puisque c'est au mois de février, début février 2022 à Brest. Donc, une attention spéciale sera donnée aux candidatures liées à l'océan. Donc, toutes ces thématiques sont des thématiques prioritaires. Si vous n'êtes pas pile poil dedans, mais qui a quand même une dimension environnementale, durable, etc., il ne faut pas forcément se fermer la porte. Voilà, ce sont des thèmes prioritaires, mais qui ne sont pas forcément exclusifs. Donc voilà, c'est des thèmes qui sont quand même relativement larges et qui permettent à de nombreuses disciplines de se retrouver dans cet appel pour exclure le moins possible les candidatures. Donc, on va vous demander, donc je vous mets le site à chaque fois, hein, c'est sur SM Apply, donc SurveyMonkey, et on pourra regarder tout à l'heure, après le témoignage de notre alumni, si vous voulez, c'est vraiment très, très simple, mais on vous demande voilà, un certain nombre de documents à fournir en ligne. Tout se fait en ligne et je rappelle, hein, c'est jusqu'au 10 janvier qu'il faut déposer tout cela. Donc, il faut un CV avec une liste de vos publications. Et faites attention au format parce que, voilà, pareil, c'est très contraint. 4 pages, ça peut paraître très court, mais voilà, on vous demande aussi à travers cela un exercice de synthèse. Donc, voilà, vous aurez donc un CV avec vos publications, votre diplôme du doctorat, alors qu'il n'est pas encore imprimé, parce que voilà, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. On peut avoir le document officiel, le diplôme officiel, parfois 1 an après, 1 an et demi après, une attestation ou un certificat sera bien sûr accepté, mais voilà, il faut qu'on ait vraiment la preuve que vous ayez soutenu, défendu votre thèse de doctorat avant décembre 2021. Il faudra également donc, le CV de votre directeur de recherche dans un établissement français. Donc, il faudra avoir pris attache avec un laboratoire français et donc un potentiel directeur de recherche. Donc, avoir son CV donc en 2 pages. Là aussi, c'est un gros exercice en général pour les chercheurs. Mais bon, ils ont l'habitude, MOBGA est maintenant un programme connu et reconnu dans de nombreux laboratoires. Donc, voilà, ils sont souvent prêts à donner un CV en 2 pages. Il faut également une lettre de soutien de l'établissement français d'accueil. Donc là, c'est vraiment une lettre qui montre que vous avez pu échanger, que le laboratoire français connaît votre travail et est prêt à vous soutenir. Donc, ce soit, comme je vous disais, en mettant à disposition certaines choses dans le laboratoire à votre attention ou en vous permettant de faire peut-être des missions. Enfin, voilà, il faut vraiment une lettre la plus personnalisée possible. C'est très important dans votre candidature d'avoir une lettre
qui vous permet de montrer que vraiment vous avez pris contact avec l'établissement et que l'établissement est là aussi pour vous accompagner pendant toute la durée de votre séjour de recherche en France. Évidemment, des lettres de recommandation. Donc, on demande toujours combien il faut de lettres de recommandation. 3 est un maximum. S'il y en a 2, c'est bien. S'il y en a une, bah, très bien. Donc, voilà, 3 lettres de recommandation maximum. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. Mais là encore, il faut que ce soit des lettres qui soient vraiment personnalisées par rapport à vous, à vos compétences, par rapport au projet. Pourquoi, selon la personne qui vous recommande, c'est bien dans votre carrière et dans votre progression que de faire ce séjour de recherche en France. Enfin, voilà, il faut sur cette thématique-là, donc il faut vraiment quelque chose de personnalisé le plus possible et pas un copier-coller classique. Il faudra également un passeport ou une carte d'identité pour bien prouver donc votre nationalité qui n'est donc pas française. Donc voilà pour les documents qui sont demandés. Sur la plateforme, là, on ira tout à l'heure sur SM Apply, on va vous demander de remplir des champs. Et dans ces champs, ce sera vraiment sur votre projet de recherche. Donc, dans ce projet de recherche, donc, tout ce qu'on va vous demander sur Mobga, ça peut être rédigé soit en anglais, soit en français. Les deux sont possibles. Donc, à vous de choisir la langue où vous êtes le plus à l'aise pour décrire votre projet de recherche. Donc, dans ce projet de recherche, vous aurez le titre du projet, évidemment, que vous aurez soumis. Les mots-clés, donc je peux aller jusqu'à 6 mots-clés pour décrire votre projet de recherche. Un résumé du projet de recherche, donc pas plus de 2000 caractères, espace inclus. Le contexte et la motivation, pareil, 2000 caractères, espace inclus. Les objectifs scientifiques de ce projet. La méthodologie et le planning, donc un peu le calendrier, le déroulé, comment vous allez décomposer cette année les différentes phases du projet de recherche. Donc là, il y a un peu plus d'espace, donc 4500 caractères. Deux parties assez importantes et qu'on ne retrouvera que dans cet appel Mobga, c'est la position du projet par rapport au domaine scientifique Mobga. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des thèmes prioritaires, donc ça va être assez évident de montrer le lien avec les domaines scientifiques Mobga. Et comme je vous disais, ce n'est pas forcément dans un thème prioritaire, à vous ici d'argumenter de pourquoi ce projet est intéressant dans le cadre d'un appel Mobga. Et donc, vous avez 2000 caractères pour décrire comment ce projet est en lien avec les thématiques Mobga. Et enfin, comme voilà, Mobga, ça a vraiment la volonté de former des chercheurs internationaux en France, mais en lien avec le pays de résidence ou de nationalité des candidats, on vous demande d'expliciter quelles seraient les collaborations, les impacts dans le pays de résidence du candidat avec le projet de recherche qui a été soumis. Donc voilà, ce sont des questions qui sont un peu différentes d'autres candidatures à des projets de recherche. Donc voilà, bien y réfléchir. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire dès à présent et après à développer avec l'école ou l'établissement français qui vous accueillera. Il y a vraiment un travail en amont à faire sur ces thématiques-là. Il y a peu de… Voilà, c'est à chaque fois très synthétique, c'est à la fois peu de choses qu'on vous demande. Donc, il faut vraiment que ce soit clair et que ce soit le plus convaincant avec les meilleurs arguments possibles pour que le jury, que les évaluateurs saisissent dans ces quelques lignes, dans ces quelques paragraphes, la pertinence de votre projet de recherche. Et donc, juste avant de passer au témoignage, faire un petit retour sur le calendrier. Donc, ça a ouvert le 8 novembre, ça clôt le 10 janvier, donc dans 3 semaines.
Et voilà, il n'y aura pas de délai supplémentaire, donc il faut vraiment respecter le délai du 10 janvier pour pouvoir déposer sa candidature. Donc c'est vrai que là, les universités, elles commencent à fermer cette semaine, donc il faudra recontacter, sinon tout début janvier, dès le 2 ou 3 janvier. Mais voilà, il faut quand même réfléchir, si vous êtes intéressé à cet appel, à réfléchir déjà dès maintenant, voire j'espère que vous avez commencé pour la plupart dès le mois de novembre. Dans le calendrier, donc une fois la clôture des candidatures, il y aura une évaluation par des experts français et internationaux, donc des experts qui sont experts à la fois dans la discipline et dans le domaine de recherche de votre projet. Donc voilà, c'est un gros travail d'évaluation de la part des experts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation français, qui permettra de réunir à la suite, donc début juin, un comité de sélection composé voilà, d'experts à la fois français et internationaux, mais en nombre plus réduit. C'est un peu des chefs des experts, quelque part, qui vont du coup classer les candidatures et sélectionner les 40 meilleurs dossiers de candidature. À partir de là, les lauréats seront prévenus. Il y a évidemment une liste complémentaire qui permettra, en cas de désistement ou autre, de pouvoir avoir des personnes prises dans la liste complémentaire. Pour avoir géré pendant plusieurs années ce programme, la liste complémentaire est souvent sollicitée. Alors, pas jusqu'au bout nécessairement, mais il y a de nombreux lauréats qui sont issus de la liste complémentaire. Et enfin, il faudra du coup après arriver en France dans son laboratoire, dans son établissement de recherche pour commencer son séjour de recherche d'1 an. Donc, il y aura la démarche évidemment visa, sauf si vous êtes de nationalité européenne, à faire. Mais là, il y aura évidemment un accompagnement de la part de l'ambassade de France en Algérie pour les lauréats algériens qui seraient voilà, en demande de visa. La démarche est évidemment à faire de votre côté, mais voilà, on pourra vous suivre et vous aider si besoin, ce qui vous permettra voilà, d'arriver dans les meilleures conditions possibles et commencer votre séjour de recherche. Voilà un peu le premier topo que j'avais envie de dresser sur à la fois la recherche, le programme MOBGA et celui-là spécifique. On a la chance, du coup, comme je vous disais cet après-midi, d'avoir un lauréat d'un appel précédent, donc M. Bilal Isli Aha, qui est parmi nous. Donc, je vais tout de suite lui laisser la parole. Je l'ai vu tout à l'heure dans l'Assemblée. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, il est toujours là. Bilal, je ne sais pas si vous… Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis ici depuis tout à l'heure. Parfait. Donc, je vous laisse témoigner un peu sur à la fois votre parcours et puis votre expérience en France dans le cadre du programme MOBGA et des choses que vous avez apprises, vécues et qui pourraient inspirer ou aider les personnes présentes lors de cette visioconférence. Alors, tout d'abord, bonjour, je me présente, je m'appelle Bilal Erilara. Donc, j'ai été étudiant en Algérie, j'étais en Master 1 quand j'ai postulé. Donc, bon, avant de commencer, justement, comme je n'ai pas eu vraiment je ne savais pas vraiment ce que je devais préparer, donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu. Mais après, si vous avez des questions, si ça serait plus intéressant aussi de répondre à d'éventuelles questions. Donc, en bref, j'étais parmi le premier volet des candidatures, c'était en 2017. Donc, je me rappelle que c'était qu'une fois qu'on a dressé donc, les procédures, comme elle vous a expliqué
tout à l'heure. Donc, c'est simple, il faudra juste c'est-à-dire contacter un labo français, un labo étranger qui va appuyer votre demande et le reste, normalement, ça va suivre. En Algérie, je pense que j'étais en master du coup. De toute façon, j'étais le seul lauréat. Peut-être que du point de vue personnel, comme c'était la première volée, donc le premier volet de Mobga, donc c'était assez mal connu quand même. Donc ça a été un petit peu la galère de présenter le truc une fois que c'était en France, mais disons qu'en général, ça s'est plutôt bien passé. Donc, pour tout ce qui est demande de visa après, ne vous tracassez pas par rapport à cela. Focalisez-vous sur votre candidature, ça c'est sûr. Une fois que vous aurez l'approbation, Inch'Allah, les démarches ça seront vraiment facilitées. J'ai eu aucun problème avec la demande des visas de toute façon. D'ailleurs, même Campus France, à l'époque, je les ai même sollicités, c'était vraiment rapide. Et voilà. Après, bien sûr, il faudra anticiper un peu votre arrivée. Bien sûr, il y a un changement de culture, il y a une différence culturelle, une différence d'appréhension des choses. Donc, il faudra vous renseigner sur ça. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours poser les questions. Ça me facilitera aussi de savoir quoi répondre et comment. Après, l'arrivée en France, comme je vous ai dit, c'était un peu difficile, on va dire, après, surtout les premiers temps. Après, moi-même, on va dire que c'était pas vraiment un souci, mais quand même. Comme j'étais en Master 1 ici, je suis passé directement en Master 2, il y a eu certaines notions qu'il fallait revoir aussi, qu'il fallait reprendre. Mais après, si vous êtes studieux, si vous êtes assidu, vous allez passer facilement. La vie en France, moi, j'étais pas à Paris, j'étais à Angers. Pour ma part, c'est la plus belle ville que j'ai jamais vue. D'ailleurs, même en France, elle est classée première euh, dans ce qui est, ce qui est vie quotidienne et tout. Donc, c'était vraiment une ville super. Donc, tout ce qui est animation et tout, vous allez vous adapter. Il faudra aussi communiquer. Moi, malheureusement, je n'étais pas préparé à ça. J'ai eu quand même, comme je vous ai dit, même le master que j'ai choisi, il y avait beaucoup, euh, il y avait très, très, très peu d'étrangers. Donc, c'était un peu difficile, même avec la classe, comme ils avaient déjà étudié ensemble depuis je pense que c'était depuis la licence, troisième année en licence. Donc, il y a eu un peu de difficulté comment dire, j'oublie mes mots, d'adaptation, voilà. Mais bon, après, il y a eu aussi d'autres nouveaux élèves, ils ont eu les mêmes difficultés, donc c'était pas parce que j'étais algérien ou autre chose. Euh, En- voilà, en résumé, ça a été une expérience très, très, très intéressante. J'ai eu mon master normalement, donc j'ai soutenu, j'ai suivi le cours. Moi, c'était un parcours recherche, en master toujours, c'était un parcours recherche. Donc, euh, j'ai eu le deuxième semestre de libre. D'ailleurs, mon mémoire, c'était autour du végétal de la ville d'Alger. C'était une approche par l'écologie urbaine. D'ailleurs, comme tout à l'heure, elle vous a cité les trois grandes thématiques. D'ailleurs, même dans votre lettre de présentation de votre sujet, il faudra bien sûr arriver à cadrer avec les demandes de la bourse Mobga. Voilà, il faudra cadrer votre sujet, il faudra que ça soit que la thématique, que votre thématique apparaisse vraiment dans, dans la continuité des thèmes recherchés. Moi, c'était plus dans le système terrestre, donc c'était de l'écologie urbaine. Voilà, après, c'était facile. Moi, malheureusement, il y a eu le problème de Covid et tout, donc j'ai été retenu ici en Algérie. J'espère vraiment que je pourrai
repartir aussi. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, est-ce qu'on va entamer directement les questions? Est-ce qu'il y a aussi une autre partie et les questions vont être réservées à la fin? Je ne sais pas, vous allez m'éclairer sur ce point précis. Merci déjà, Bilal, pour cette première présentation. Juste, je ne sais pas si vous l'avez précisé, vous aviez fait votre master à quelle université en Algérie? En Algérie, c'était à Babzoal, c'était à l'USTHB, Université des sciences et de la technologie Hawari Boumediene. Donc, licence, c'était 2 années de tronc commun en SNV, sciences de la nature et de la vie, c'est-à-dire biologie. Ensuite, ma licence, c'était en écologie et environnement. En master 1, ici en Algérie, c'était biodiversité, écologie végétale et environnement. Ensuite, mon master 2, qui a été en France, et d'ailleurs, c'est l'intitulé de mon diplôme, c'était géographie, aménagement, environnement, développement, avec bien sûr un parcours en écologie et éco-ingénierie en zone humide. Voilà. Merci. C'est vraiment un parcours complet. D'ailleurs, d'ailleurs, j'aimerais bien préciser ce point-là. C'était vraiment une autre méthode d'approche dans l'apprentissage. Ça, c'est un point que je voulais soulever. Donc, c'est plus pratique, c'est quelque chose que vous allez trouver sur terrain. Ce que vous allez étudier, vous allez l'utiliser sur terrain directement. Ce n'est pas juste de la théorie. Voilà. Et du coup, est-ce que vous étiez, vous étiez de quand exactement en France, de septembre 2018 à août 2019? C'était de septembre 2018 jusqu'à novembre 2019. Novembre 2019. Du coup, vous avez assisté à l'événement à l'Élysée ou pas? Non, j'ai pas eu l'occasion. Parce que d'ailleurs, même les diplômes à l'université d'Angers, ils ont tardé à les remettre. C'était jusqu'en décembre. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore récupéré l'original de mon diplôme. D'accord. Voilà, j'ai eu que le scan et tout, mais prochainement, je vais pouvoir le récupérer. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des événements qui sont organisés pour les lauréats MOBGA. Comme je disais, c'est un programme qui a comment dirais-je, qui a l'attention de l'Élysée, puisque c'est au niveau présidentiel que ça a été lancé. Et du coup, il y a eu par exemple un événement au Palais de l'Élysée en présence du président de la République et de plusieurs ministres à l'attention des lauréats MOBGA. Et voilà, et assez régulièrement, on essaye d'organiser. Bon, avec le Covid, c'est toujours un petit peu compliqué, Oui. mais voilà, on essaye d'organiser des événements pour les lauréats MOBGA. Je vous propose que du coup, on prenne les questions. Il y a pas mal de questions qui sont déjà posées sur le chat. Merci de continuer à les mettre sur le chat. Donc, je redonne quand même la date de soutenance. Si vous êtes en master, ce n'est pas possible. Si vous êtes en doctorat, ce n'est pas possible. Il faut avoir soutenu, et ce, entre décembre 2016. Donc, il y avait une personne qui avait soutenu en septembre 2016. Ce n'est pas possible. Donc, c'est entre décembre 2016 et décembre 2021. Il n'y a pas d'âge limite. Voilà, la seule limite, c'est la date entre la soutenance de thèse et le moment où vous candidatez. Vous pouvez être en poste, mais à ce moment-là, effectivement, il faut vous renseigner, vous, de votre côté, au niveau de l'université ou de l'établissement algérien qui vous embauche pour avoir une disponibilité ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas interdit des gens qui sont en poste. Il y a eu une question sur les laboratoires partenaires et donc à savoir s'il y avait une liste de laboratoires partenaires. Non. Tout organisme public, tout laboratoire, toute université ou organisme de recherche peut vous soutenir. Il n'y a pas de liste prédéfinie, donc pas de problème par rapport à ça. Il y avait une autre question sur le domaine IT, technologie, computer science, si on peut postuler. Il n'y a pas de discipline, hein. Vous voyez comment ça a été présenté, les approches et les domaines de recherche. Ce n'est pas par discipline. Donc, effectivement,
si dans votre domaine IT ou les computer science, vous travaillez par exemple sur, moi je ne sais pas, mais la régulation des marées ou sur voilà, d'autres enjeux climatiques, environnementaux ou autres, ça peut tout à fait rentrer dans un domaine de recherche MOPGA. Donc, ce n'est pas, la discipline qui exclut, c'est vraiment le thème sur lequel vous travaillez. Il y avait une autre question sur le pluridisciplinaire. Au contraire, MOPGA est très friand, très partisan des projets pluridisciplinaires. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Et est-ce que c'est toutes les spécialités potentiellement, toutes spécialités peuvent être ouvertes à MOPGA, aussi bien en sociologie qu'en économie, qu'en chimie, qu'en physique. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de domaines possibles. Il y avait une question par rapport au ProFas, une personne qui a déjà bénéficié du ProFas. Ce n'est pas du tout contre-indiqué. Vous pouvez très bien avoir eu par le passé un financement PHC, ProFas, etc. et être candidat éligible au programme MOPGA. Il n'y a pas de problème par rapport à ce premier financement ProFas ou PHC ou autre. Il y a une question sur les conjoints, j'imagine, conjoints enfants peut-être. Alors là, c'est une question qui relève du consulat plus que de Campus France. Je ne saurais vous dire. Il faudra voir avec le consulat. Je m'excuse. Justement, après, je pourrais aussi vous donner mon témoignage à propos de conjoint parce que justement, moi aussi, je suis parti avec ma femme. D'accord. Bon, après, c'était encore plus approfondi. C'était pas juste en tant que conjoint parce qu'elle a été aussi inscrite à l'université d'Angers. Et justement, on a pu aller tous les deux en tant qu'inscrits et il n'y a pas eu de souci. On a même pu, c'est-à-dire avec la bourse qui a été offerte, on a pu quand même terminer nos études avec la source de financement qui était la bourse. On a pu tous les deux. Et d'ailleurs, en ce moment même, c'est elle qui est encore inscrite en France. Elle est en 3e année de doctorat. Elle est encore inscrite en France. Toujours à l'université d'Angers? À l'université d'Angers, oui. Ah, super. Maintenant, sa thématique, elle porte sur le patrimoine végétal et c'est aussi intéressant. Et du coup, donc, je pense qu'il n'y aurait pas de souci avec ça. D'accord. Effectivement, à partir du moment où vous bénéficiez d'une bourse du gouvernement français, ce qui est le cas pour le programme MOPGA, il y a toujours des facilités ou en tout cas des aides pour la famille également. Mais voilà, je n'ai pas forcément la confirmation du consulat tout de suite. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à débloquer assez facilement. En tout cas, je l'espère. Donc, une question sur la répartition équitable entre les thématiques. Alors, pour avoir été responsable du programme MOPGA, non, il n'y a pas, c'est pas équitablement réparti parce que les candidatures ne sont pas du tout équitablement réparties. Il y a des domaines où il y a beaucoup plus de candidatures, comme le changement climatique, alors que le système Terre, par exemple, il y a beaucoup moins, ou même les enjeux sociétaux, il y en a moins. Et donc, selon les domaines, il y a moins de candidatures que d'autres. Donc, forcément, au final, il y a plus de lauréats dans certains domaines que dans d'autres, mais c'est à cause d'un faible nombre de candidatures dans certains domaines. Donc, par exemple, il y a 5 domaines et on ne va pas prendre 40 financements et les diviser par 5 en disant, voilà, dans chacun des domaines, il y aura 8 financements. Pas comme ça que ça va marcher, c'est en fonction vraiment des dossiers soumis et des évaluateurs. Si jamais le projet de recherche nécessite plus de temps, est-ce qu'il est possible de prolonger le séjour et la durée de recherche? Alors ça, c'est vraiment… alors, comment répondre? La bourse MOPGA, elle s'arrêtera de toute façon au bout des 12 mois. Il y a eu quelques prolongations à cause du Covid.
où forcément les laboratoires étaient fermés, les doctorants ou les postdoctorants n'ont pas pu finir leur recherche parce que c'était complètement fermé. Donc là, on a autorisé, mais à titre vraiment exceptionnel, d'avoir plus de financement. Mais par contre, on peut voir avec l'établissement. Donc ça, c'est en fonction de l'établissement. Il y a certains établissements qui peuvent dire on va rajouter 3 mois, 6 mois, pourquoi pas 12 mois. On a eu des cas où sur 12 mois, il y avait l'établissement qui souhaitait mettre 12 mois supplémentaires. Donc du coup, ça faisait un postdoctorat de 24 mois. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction. Alors, ce n'est pas systématique, hein, loin de là, mais ça nous est arrivé d'avoir des établissements qui souhaitaient financer en plus et permettre donc à leurs lauréats de rester plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment après à voir avec l'établissement, mais du côté de MOBGA, on n'ira pas au-delà des 12 mois. Est-ce que le programme permet et autorise les collaborations avec d'autres labos français que dans le cas où nous sommes chercheurs associés? Alors, Fatima Zora, si je comprends la question, ça veut dire que vous êtes déjà chercheur associé dans un laboratoire français, mais que vous aimeriez faire votre séjour de recherche dans un autre laboratoire. Oui, c'est tout à fait possible, si j'ai bien compris la question et si c'est bien le cas. C'est tout à fait possible d'aller dans un autre laboratoire que celui que vous connaissez déjà. Au contraire, je pense que c'est bénéfique que de découvrir une autre équipe et pouvoir partager votre expérience. Est-ce que la durée du projet doit être une année et non pas plus? Non, le projet, c'est 12 mois. Le projet, c'est 12 mois, de septembre à août, c'est 12 mois et pas plus, pas moins. Si c'est moins, bah, vous aurez des financements en moins, mais je ne vous conseille pas. C'est 12 mois, c'est un an. Il me semble qu'il y avait une autre question que je n'avais pas vue. Donc, je suis maître de conférence. J'ai soutenu mon habilitation universitaire en décembre 2018 et avant, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en septembre 2016. Oui, donc votre thèse de doctorat a été soutenue en septembre 2016. Donc, du coup, vous n'êtes pas éligible, malheureusement, puisqu'il faut avoir soutenu sa thèse entre décembre 2016 et décembre 2021. Donc, vous n'êtes pas éligible. Alors, je vois qu'il y a encore une autre question. Vous m'avez répondu qu'il faut avoir de doctorat pour postuler. Oui, alors, l'alumni, monsieur Esli Hara, avait postulé à un appel pour le niveau master. Comme je vous ai présenté en 2018, il y avait eu 4 appels à candidature pour un niveau master, pour un niveau doctorat, pour un niveau postdoctorat et pour un niveau chercheur confirmé. Dans le cas du témoignage qu'on vient d'avoir, l'étudiant était déjà en master 1 et a postulé pour un master 2. Parce que c'était un appel master, on pouvait postuler soit en master 1 et faire 2 ans en France, soit directement en master 2 et faire 1 an en France. Là, l'appel qui est lancé et qui est ouvert jusqu'au 10 janvier 2022, il n'est ouvert que pour des jeunes chercheurs. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir soutenu son doctorat. L'année dernière, c'était pareil. Il y a 2 ans, il y avait le niveau master qui était ouvert. Donc, ça peut se trouver que l'année prochaine, on réouvre un appel pour le niveau master. C'est possible. Mais là, sur l'appel dont je vous parle, qui clôt le 10 janvier 2022, ce n'est un appel qu'à l'attention des jeunes chercheurs. Donc, il faut forcément avoir un niveau doctorat. Les laboratoires des écoles privées en France peuvent accueillir des candidats. Alors, comme vous savez, en France, comme vous savez, peut-être vous allez le découvrir ou l'apprendre, mais pour faire un doctorat en France, il faut forcément le faire dans une université publique. Seule l'université publique est capable de décerner le niveau de doctorat. Donc, souvent, les écoles privées sont en partenariat avec des écoles publiques. Donc, si on a un laboratoire qui est en partenariat entre une école et une université, c'est tout à fait possible de faire son séjour de recherche. Mais voilà, pour des sujets un peu techniques, n'hésitez pas à contacter mobga@campusfrance.org à partir du moment où le laboratoire est en France. Ça devrait être possible. Est-ce qu'il y a des questions pour notre témoin qui a gentiment accepté notre invitation à cet événement?
Est-ce que la fin des projets de recherche, le chercheur doit fournir un rapport comme une thèse ou une soutenance? Dernière question, est-ce que ces projets de recherche sont diplômants? Alors non, les projets de recherche ne sont pas diplômants. Il n'y a pas de diplôme après le doctorat. Donc non, il n'y a pas de diplôme donné à l'issue de ce séjour de recherche. Il y aura une attestation qui montre que vous avez séjourné en France et ce que vous y avez fait. Sur le fait qu'il faut fournir un rapport comme une thèse ou une soutenance, non. On vous demandera effectivement un petit retour sur qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que ça vous a apporté, mais c'est plus pour voir comment votre expérience a été profitable. Ce n'est pas purement académique face à des experts, c'est plus un retour d'expérience qu'on demande aux lauréats pour savoir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris lors de leur séjour en France. Donc, ce n'est pas aussi formel, évidemment, qu'une soutenance de thèse ou quoi. Alors, les 40 projets retenus concernent uniquement l'Algérie? Non, non. C'est ouvert, donc, comme je l'ai dit, à toute personne qui n'est pas de nationalité française. Donc là, aujourd'hui, sur les 8 appels qu'on a eus, on a eu 2 lauréats en tout algériens. Donc on a un présent aujourd'hui et une dans le dernier appel, MOBGA 4, qui va donc commencer en France Constantine, je pense qu'elle était en janvier 2022. Donc, on aura 2 lauréats. Et donc, voilà, je pense qu'en Algérie, le niveau académique est très, très bon, très excellent et qui permet d'avoir vraiment des belles candidatures. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de lauréats parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidatures de candidats algériens. Donc, voilà, je pense que les candidatures algériennes ont toutes leurs chances. Mais pour ça, faut-il encore déposer un dossier de candidature. Et c'est pourquoi on fait cette visioconférence, ce webinaire aujourd'hui, pour pousser les jeunes chercheurs algériens ou résidents en Algérie à postuler. L'évaluation du candidat se fait comment? Alors, l'évaluation, donc, comme je l'ai dit, il y a 2 phases. Il y a une phase d'évaluation du dossier par des experts, puis un comité de sélection. Donc, voilà, en gros, les experts il va y avoir une double notation des experts avec des lettres de A à D. Donc, ces experts vont noter ces projets en fonction, évidemment, du parcours, de l'excellence académique du candidat, mais aussi du laboratoire d'accueil, c'est-à-dire est-ce que la thématique du projet de recherche et du laboratoire font sens? Est-ce que le laboratoire est capable d'apporter des compétences, des moyens aux lauréats sur cette thématique-là et le projet de recherche? Donc, voilà, il y a vraiment 3 aspects qui vont être pris en compte: le candidat, le projet de recherche et le laboratoire d'accueil. Et c'est à la lueur de ces 3 éléments que les experts vont noter la candidature et les meilleurs, ceux qui sont les mieux classés, les A, les A-, les A+, etc., vont passer en comité de sélection pour être classés en liste principale ou en liste complémentaire ou par retenue. Après, ça va évidemment dépendre du nombre de candidatures. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, évidemment, combien il y a de candidatures, mais ce n'est pas un appel impossible. Il y a vraiment certains appels où il y a un taux de sélection extrêmement bas, etc. Sur MOBGA, surtout avec 40 financements, voilà, il y avait des années où il y avait 10, 15 financements. Là, on est sur 40. Donc, voilà, je pense qu'il y a plutôt une bonne chance, si votre dossier est bien construit, est bien argumenté, est bien écrit. Voilà, vous avez vraiment vos chances. Est-ce que les enseignants-chercheurs peuvent y adhérer? Alors, en fait, le statut dans lequel vous êtes aujourd'hui n'importe pas. La seule chose qui importe, c'est que vous ayez soutenu votre thèse depuis moins de 5 ans et que vous l'ayez soutenue. Donc, si vous êtes enseignant-chercheur,
comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à négocier avec votre administration, votre université à une disponibilité, il n'y a pas de problème côté évaluation du dossier en France. Ce qui est important, c'est que vous soyez évidemment disponible pour venir en France pour faire votre séjour de recherche et que vous ayez du coup l'autorisation si vous êtes déjà engagé professionnellement en Algérie. Donc, votre statut ne pose pas de problème. Avant de voir s'il y a d'autres questions, je voudrais juste continuer rapidement sur quelques informations un peu d'ordre général qui vous permettront d'aller plus loin sur des thématiques. Donc, c'est des publications qui ont été rédigées par l'agence qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion sur la recherche en France. Donc, un premier argumentaire un peu synthétique sur les bonnes raisons de faire de la recherche en France. Donc, bon, ça reprend certaines choses que j'ai dites tout en introduction sur la place de la recherche en France en termes de production scientifique, en termes de budget pour la recherche, en termes de reconnaissance internationale, mais pas que. Il y a également le portail de la recherche. Donc, ça peut vous aider pour essayer de cibler des laboratoires dans des thématiques particulières, puisque ça regroupe des écoles doctorales, mais qui sont affiliées à des laboratoires de recherche. Donc, vous avez un filtre à disposition par discipline qui vous permet de filtrer des thématiques et des disciplines. Vous avez également des offres en dehors. Il y a MOBGA, mais il y a aussi d'autres offres. Alors, essentiellement de doctorat, mais un peu également de post-doctorat et de séjour de recherche master, qui sont là encore à l'attention du public international, mais aussi français, souvent. Donc, vous avez à peu près 2000 offres. Donc là encore, essentiellement, quand même, je dirais 80% sont pour des thèses, mais il y en a également pour des post-doctorats. Donc, vous pouvez tout à fait regarder, donc à la fois les offres en parallèle de celles de MOBGA, et sur MOBGA, comment filtrer via l'annuaire des écoles doctorales les meilleurs laboratoires par rapport à votre projet de recherche. C'est un portail qui est très, très complet, très utilisé, très regardé, 2 millions de vues par an en français et en anglais, qui permet vraiment d'avoir une jolie vue du panorama de la recherche en France. Donc, je vous invite vraiment à y aller. On a également des fiches recherche. Alors, il n'y a pas toutes les disciplines, mais il y a des choses assez variées. J'ai mis notamment celle en énergie renouvelable, qui a une thématique assez MOBGA, et qui vous permet de voir quels sont les établissements, les organismes de recherche qui travaillent dans ces thématiques-là et pourquoi la France est experte et a des compétences fortes dans ces domaines. Donc là, pour aller plus loin dans certaines thématiques, il doit y avoir à peu près une vingtaine de fiches recherche. Vous pouvez y accéder. Et enfin, des fiches établissements et organismes de recherche, toujours en 3 langues, français, anglais et espagnol, qui vous permettent de décrire un peu les établissements, donc que ce soit des universités ou que ce soit des organismes de recherche. Il y a tout un tas d'organismes de recherche. Là, j'ai mis le CNRS, mais il y a l'IFREMER, il y a l'INSEA, il y a vraiment plein de choses à disposition, le CNES, etc., qui vous donnent à la fois des chiffres, qui vous donnent à la fois les domaines de compétences, d'expertise de ces organismes. Donc voilà, ça peut vous aider à encore mieux cibler vos potentiels laboratoires d'accueil. Et je voulais vous mettre un peu les cartographies que l'on a, donc à votre attention, notamment la première carte ici qui vous donne un peu les points forts par région, avec des thématiques clés par région sur des domaines d'expertise, que ce soit dans l'enseignement supérieur, la recherche ou l'innovation en France. Donc, ça vous donne pas mal d'informations. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Je vois qu'il y a eu d'autres questions en parallèle.
Donc, je vais essayer de les lire. Vous avez éclairci tous les points nécessaires à la candidature. Ben, c'est parfait. Un dossier qui n'a pas été accepté au MOBGA 4 aura-t-il la chance d'aboutir sur MOBGA 2022? Alors, la question est de savoir pourquoi vous n'avez pas été accepté en 2022. Il peut y avoir, encore une fois, je vous ai dit, il y a 3 choses qui sont expertisées. Si c'est votre projet de recherche et que vous l'avez retravaillé, que vous avez complété, fourni plus d'informations, ben oui, ça peut potentiellement marcher. Si c'est le laboratoire d'accueil qui, selon les experts, ne répond pas à votre projet de recherche et que vous avez changé peut-être de laboratoire d'accueil, ça peut effectivement marcher. Votre parcours, bah, a priori, il n'a pas beaucoup changé entre l'année dernière et cette année. Donc, si c'est vous sur votre parcours, ça va être compliqué. En tout cas, il y a une réévaluation du dossier de toute façon qui est faite par des experts différents. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été refusé sur la session de MOBGA 4 que vous serez nécessairement refusé sur la session de MOBGA 5. Donc, j'ai envie de dire, tentez, mais par contre, il faut avoir quand même avancé dans votre projet, avancé dans vos rédactions de documents. Vous ne pouvez pas faire un copier-coller de votre précédente candidature. Vous pourrez réutiliser des éléments, c'est sûr, mais vous ne pourrez pas faire un copier-coller. Mais en tout cas, vous ne serez pas automatiquement rejeté ou inéligible parce que vous avez précédemment candidaté. Il y a quand même, je vous ai dit, ce n'est pas un taux de sélection forcément très énorme, mais il y a quand même une sélection qui est faite et pour avoir assisté à des comités de sélection, il y a des personnes qui voudraient mettre certaines personnes dans les lauréats, mais comme c'est une décision qui est unanime, bah forcément, il faut faire un classement, il faut faire des choix, et des fois, c'est difficile. Et des fois, il y a des personnes qui ne sont pas lauréates, alors que dans un autre contexte, peut-être qu'elles auraient été lauréates, mais il n'y avait pas assez de financement pour tout le monde. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recandidater. En tout cas, il peut y avoir une possibilité. Voilà, je pense qu'on a à peu près couvert le sujet. Je ne sais pas si Bilal, vous avez d'autres points à partager en conclusion. Oui, justement, alors, par rapport alors pour revenir à la dernière question, justement, par rapport au dossier à fournir, je pourrais éventuellement vous donner les conseils euh, qu'on m'avait donné et que la preuve que ça a marché, que ça ait marché. Du coup, mon conseil, ça serait justement déjà le laboratoire d'accueil. Il faudra bien trouver votre laboratoire, il faudra bien communiquer avec. Je sais que je pense même le délai est assez court, mais c'est faisable. Ça reste toujours faisable à faire. Deuxième des choses, et le point, c'est le point le plus important, c'est votre présentation. Il se peut que votre sujet, il est très intéressant, mais que vous arrivez, vous l'expliquez très mal. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à montrer le lien qu'a votre projet avec justement les thématiques MOPGA. Alors, je vous conseille d'utiliser les mots-clés, de revoir, c'est-à-dire de revoir votre projet, votre lettre de présentation du projet. Il faudra utiliser les mots-clés, des mots-clés qui vraiment mettent en évidence votre travail et qui aussi, d'ailleurs, vont dans le même sens, dans le même sens que les thématiques recherchées par MOVGA. C'est vraiment votre fer de lance, ça sera toujours votre lettre de présentation de projet. Je pense que, bien sûr, il faudra ajouter, comme dans le dossier, il faudra ajouter des recommandations, des compléments, votre parcours, mais je pense que le plus important, soignez vraiment votre lettre de présentation du projet. C'est le plus gros du travail. Et je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point. Oui, oui, Voilà. tout à fait. D'ailleurs, je voulais peut-être, avant de conclure, aller avec vous sur sur le, sur le site pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, la plateforme SurveyMonkey. Du coup, là, je l'ouvre ici. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, je repartage mon écran.
Donc là, en fait, il faut créer son compte avec une adresse mail et un mot de passe. Et du coup, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, vous allez avoir donc c'est en français ou en anglais. Enfin, les documents sont en anglais, mais vous pouvez rédiger en français ou en anglais. Donc, vous allez avoir l'application form. Et donc là, les documents que je vous ai cités tout à l'heure, donc votre CV, votre diplôme, le CV de votre directeur de recherche, la lettre de soutien de votre établissement d'accueil et les lettres de recommandation. Et vous pouvez également mettre quelques documents facultatifs. Ah oui, le passeport ou la carte d'identité et quelques documents additionnels. Là encore, je sais qu'il y a des candidats qui mettaient tout un tas de graphes, des articles, etc. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose que vous vouliez peut-être un petit peu développer ou qui ne pouvait pas rentrer dans les caractéristiques de l'application form. Mais voilà, il ne faut pas mettre votre thèse ou il ne faut pas mettre vos articles. Enfin, voilà, c'est vraiment quelques petits documents et vraiment, c'est facultatif. C'est vraiment si vous pensez qu'il y en a besoin. Donc voilà, la chose qui prend peut-être le plus de temps, donc c'est, et encore c'est assez rapide, hein, vous voyez, il y a tout un tas de documents sur vos données personnelles, donc votre prénom, votre nom, date de naissance, le genre, votre nationalité, etc., le pays de résidence, téléphone, est-ce que vous avez été en France? Après, voilà, il y a des choses qui sont optionnelles. Est-ce que vous avez un compte LinkedIn? Si vous en avez un, est-ce que vous voulez le mettre? Est-ce que vous êtes actuellement en poste? Donc, vous en parliez tout à l'heure. Il y en a qui étaient enseignants-chercheurs ou qui étaient professeurs. Donc, vous pouvez effectivement le mettre. Si vous n'êtes pas en poste actuellement, bah, vous ne mettez rien. Il n'y a pas de souci non plus. Voilà, donc là, c'est surtout votre poste actuel. Les détails sur votre thèse, donc que vous avez soutenue, donc dans quel domaine scientifique ça s'inscrit, quel est le titre de votre thèse. Si jamais vous avez soutenu en arabe, merci de traduire en français ou en anglais les informations. La date d'obtention du doctorat, dans quelle institution vous l'avez soutenu, dans quelle ville et dans quel pays. Je ne sais pas si je peux aller à la deuxième page, si j'ai pas… Non, je n'ai pas complété. Mais en gros, il y a 2 pages à faire. Et je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas rempli. Mais bon, alors, attendez, on peut mettre vite fait… si je mets n'importe quoi. Hop. 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 Donc là, si vous mettez oui, de fait, vous allez être exclu. Hein. Vous allez être considéré comme non éligible. Donc tout ça, c'est optionnel. Donc, bon, je ne vais pas prendre le temps. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai soutenu, mettons, en décembre 2020. Université, Paris. Non, Paris, Alger. OK. Donc, la deuxième page, normalement. Donc là, ça va être sur votre projet de recherche. Donc, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure dans la description du projet de recherche. Donc, avec le titre, dans quel domaine scientifique vous vous inscrivez. Donc, vous voyez, les disciplines sont très variées. On parlait tout à l'heure de IT et de Computer Sciences. Vous voyez, vous pouvez tout à fait le mettre ici, par exemple. Est-ce que vous avez un deuxième domaine? Donc, on parlait tout à l'heure de pluridisciplinarité. Si c'est le cas, vous pouvez tout à fait mettre un deuxième domaine. Par exemple, droit ou économie, en plus du premier, enfin, ce que vous voulez. Le domaine MOBGA dans lequel vous vous inscrivez, le projet de recherche, donc ici, le contexte scientifique et la motivation, les objectifs scientifiques, la méthodologie et le calendrier, les mots-clés,
la position du projet dans les domaines scientifiques One Health, le laboratoire d'accueil. Donc là, effectivement, on a une liste des laboratoires qui existent. Si jamais le laboratoire ne fait pas, alors vérifiez bien qu'il ne soit pas dans la liste, mais si jamais il n'est pas dans la liste, parce qu'il y en a quand même beaucoup, que ce soit voilà, l'INRIA, l'IRD, dans les universités, dans les… Là, c'est des… comment dirais-je, des unités mixtes de recherche, donc qui sont à la fois universitaires et CNRS, universitaires et IRD. Vous pouvez mettre autre, si jamais vous ne trouvez pas votre laboratoire, donc beaucoup d'UMR forcément. On a également, normalement, à la fin, d'autres laboratoires que des IMR, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. On a essayé d'être exhaustif, hein, mais voilà, des UMS, qui sont aussi des unités mixtes, des UPR, des UPS, des USR. Voilà, il y a beaucoup de types d'équipes et de laboratoires qui sont listés dans des domaines très variés. Si jamais ce n'est pas dans la liste, vous mettez « Autre » ici et vous tapez le laboratoire d'accueil français. Vous mettez la liste, vous mettez le directeur du laboratoire, qui n'est pas forcément votre directeur de recherche, mais c'est le directeur du laboratoire, votre encadrant, donc le directeur de recherche qui vous soutiendra durant ce séjour de recherche, son nom, son prénom, son mail, son téléphone. Et voilà. Et là, du coup, voilà, comme je vous disais, il y a 2 pages à remplir, qui ne sont pas forcément voilà, très, très compliquées, très énormes. Mais voilà, c'est ces 2 pages avec l'ensemble des pièces jointes qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, une fois que vous avez rempli ça, vous envoyez, vous soumettez. Et du coup, c'est… donc là, vous voyez, là, là j'ai rempli la moitié. Si j'avais rempli les 2 pages, ce serait devenu vert. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que j'aurais rempli tous les champs obligatoires. Et là, après, vous allez dans les pièces pour pouvoir déposer, uploader vos documents. Donc là, il y a à chaque fois les formats qui sont acceptés. Il suffit de joindre et vous faites ça sur l'ensemble des parties. Donc, merci de bien respecter le CV pour le CV, le doctorat pour le doctorat. Mélangez pas, s'il vous plaît, les pièces par rapport au titre qui est demandé. Donc après, vous allez avoir un numéro qui est généré, vous voyez ici, et donc ce sera votre numéro de candidature. Donc si après, par exemple, vous avez des questions par rapport à votre dossier, etc., quand vous écrivez à mobga@campusfrance.org, vous donnez votre nom et votre prénom et votre numéro de dossier. D'accord ? Donc, voilà à quoi ressemble un petit peu la plateforme SurveyMonkey pour un appel comme ça sur Mobga. Donc, c'est 2 pages avec des champs à remplir, à la fois sur la partie personnelle, sur la partie recherche et sur le laboratoire d'accueil, que ce soit le directeur ou l'encadrant, le superviseur, et les 4 ou 5 pièces à accompagner. Voilà concrètement une candidature à l'appel Mobga. Donc, ce n'est pas quelque chose où vous devez compiler toutes vos publications, votre thèse, vos articles, vos posters. Non, ce n'est pas ça. Vous le mettez rapidement dans votre CV avec la liste, vous mettez juste les titres, mais voilà, il n'y a pas besoin du contenu. D'accord ? Donc, c'est assez léger quand même comme candidature. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. S'il vous plaît, puis-je savoir la raison pour laquelle je n'étais pas sélectionnée au Mobga 4 ? Non, malheureusement, je ne peux pas vous dire parce que je n'étais pas là et si vous voulez avoir une réponse, il faut contacter les équipes actuelles, donc mobga@campusfrance.org, mais souvent, ouais, non, je pense qu'il faut contacter mobga@campusfrance.org pour savoir pourquoi vous n'avez pas été sélectionné et pour dire que vous aimeriez postuler d'ailleurs potentiellement à Mobga 5, mais que vous aimeriez améliorer votre candidature. Le superviseur de recherche doit-il impérativement avoir soutenu son HDR ? Alors ça, c'est une excellente question. Une excellente question. Je sais que ce n'est pas forcément des PR, donc ce n'est pas forcément des professeurs d'université, pas forcément, ça peut être des maîtres de conf, des MCF, mais est-ce que
c'est forcément des MCF avec HDR, alors là, il faudrait demander à Mobga, @campusfrance.org. Je me le note. Il y a une FAQ aussi qui existe sur Mobga normalement, sur le site Campus France. Les paiements seront combien et comment? Le logement chez le Crous est-il possible? L'assurance, les impôts. Alors, les paiements seront versés directement sur votre compte français. Donc, il faudra ouvrir un compte en France et vous aurez vos... En fait, le premier versement, si vous n'avez pas de compte, ce sera en Western Union. Donc, vous pourrez le récupérer à l'aéroport ou quoi. Si vous avez un compte en banque, on vous versera directement sur votre compte en banque français. Ce sera tous les mois. C'est le principe d'une bourse mensuelle. Donc, tous les mois, vous aurez votre versement sur votre compte. Le logement au Crous, est-il possible? Alors, les postdocs, normalement, ne sont pas du tout prioritaires pour des logements au Crous. Après, vous pouvez toujours faire des demandes, mais ce n'est pas la priorité, les postdocs, enfin, les jeunes chercheurs. Donc, voilà, c'est possible, mais ce n'est pas évident. Et l'assurance et les impôts, en fait, il n'y a pas d'impôt parce que c'est une bourse, donc ce n'est pas un salaire. Donc, vous ne payerez pas d'impôt en France, en tout cas pas sur ce montant-là. Ce n'est pas imposable. Et l'assurance, vous aurez droit à une couverture sociale et à l'assurance maladie. Donc, c'est pris en charge dans les frais pour les lauréats Mobga. Ouais. En espérant avoir répondu à votre question. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. La deadline, elle est quand même bientôt, le 10 janvier. Voilà, ça vous laisse 3 semaines. Donc, voilà, peaufinez, avancez bien dans votre projet. On espère effectivement qu'il y aura un nouvel appel l'année prochaine. Donc, si ce n'est pas pour cet appel-là, ce sera peut-être pour l'année suivante. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est un programme qui existe, qui a des belles capacités à la fois en termes de nombre de financement et en termes de montant de financement. Bonjour. C'est bien, il faut dès le début se familiariser à la recherche. Moussa, vous avez raison. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, n'hésitez pas à candidater si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de nationalité française et si vous avez soutenu votre thèse entre décembre 2016 et décembre 2021. Je vous souhaite à tous et à tous un bon courage, une bonne fin d'année. Et si vous avez des questions, voilà, vous avez l'adresse générique mobga@campusfrance.org qui pourra répondre à vos questions. Merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous.